chers panélistes. Et moi, je me nomme Victor Pangbanou. Je suis le responsable juridique de l'ONG Jeunes Verts. Et ce soir, on s'est réunis autour de cette table sur cette plateforme pour partager une idéologie. Et nous savons tous que le coronavirus, dans les premiers cas qui ont été signalés pour la première fois en Chine le 13 décembre 2019, est devenu une maladie très virulente, ce qui a fait d'elle une pandémie à l'échelle mondiale et qu'aucun pays n'a été épargné. Ainsi, dans le but de protéger leurs citoyens, les gouvernements ont été amenés à prendre des mesures et des mesures barrières ont été mises en place. On voit notamment la restriction des voyages, la mise en place des couvre-feux et aussi des aides ont été octroyées aux populations. Mais on a constaté que ces aides ont été distribuées de façon inégale. Et donc, certaines personnes ont été victimes des inégalités dans la réponse à ce fléau. Et donc, ce soir, nous sommes là pour discuter autour de cette thématique qui constitue les inégalités et dans la réponse au Covid-19. Et nous avons comme participants à ce webinaire Monsieur Félix Adenika, c'est le coordonnateur national du Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et assainissement Bénin. C'est un expert en eau et assainissement et c'est un environnementaliste également. Nous avons aussi M. Michel Tapa, qui est un journaliste sportif et politique. Chers panélistes, bonsoir. Bonsoir. Ok, merci M. Félix Adenika et bienvenue sur cette plateforme. Merci. Ok, M. Adenika, j'ai essayé de vous présenter de façon, mais les auditeurs aimeraient vous connaître de façon beaucoup plus particulière. Non, vous l'avez bien fait. Je suis Félix Adenika, coordonnateur national au Bénin du Conseil de concertation pour l'eau potable et l'assainissement, basé à Genève. C'est la seule structure des Nations Unies qui s'occupe essentiellement de l'hygiène et de l'assainissement. Nous sommes dans 17 pays au monde, pays d'Afrique et d'Asie. Bientôt, le WSCC va lutter pour devenir le Fonds mondial pour l'assainissement et l'hygiène. On va faire le lancement le 17 prochain. Je vais vous envoyer le lien. Tout le monde entier devrait suivre le lancement et les pays sont éligibles. Je crois que le Togo est déjà éligible et ça va être un appel concurrentiel pour qu'on puisse mettre fin à la défécation à l'air libre. Nous allons en parler dans le sujet. Antérieurement, j'étais chargé de programme au partenariat pour le développement municipal. Donc, j'ai travaillé avec les villes africaines, notamment dans 22 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, où je m'occupais de comment rendre les villes propres. Je suis rhodologue aussi, et par ma formation d'environnementaliste. Voilà à peu près ce que je peux dire. Ok, merci, Monsieur Félix. Et par rapport à votre plateforme, le Togo fera un effort pour participer à vos activités. Et Monsieur Félix, la pandémie à coronavirus touche plusieurs pays dont le vôtre. Comment vous vivez cette situation chez vous au Bénin? Merci beaucoup. Vous l'avez dit, cette pandémie est apparue en décembre 2019 dans le monde, mais le Bénin a connu son premier cas le 16 mars 20, un premier cas confirmé. À la date d'aujourd'hui, nous avons environ 2793
181 cas confirmés, dont 2515 guéris. Il y a 229 qui sont sous traitement et malheureusement, nous avons 43 décès. Je dis malheureusement 43 décès. Si vous prenez dans le monde, aujourd'hui dans le monde, c'est 40 millions de cas confirmés pour 1 million de décès. C'est une vie, c'est des pertes en vies humaines qu'il faut déplorer, même si globalement l'Afrique est épargnée. Voilà la situation sanitaire relativement à ce virus-là. Et est-ce qu'on peut dire que la situation est maîtrisée? Non, c'est une chance pour les pays africains qui, malgré le sous-équipement, ont pu réussir à être dans ces normes-là que je viens de citer. C'est vrai, vous l'avez dit, tous les pays, presque tous les pays, il y a 2 ou 3 pays qui n'ont pas connu, 2 pays, je crois, hein, je n'ai pas le nom des pays, Vietnam ou un autre pays de l'Asie, qui n'ont pas connu de mort. Presque tous les pays ont connu des décès, des déceptions, des ravages sur le plan économique, sur le plan social. Donc, ils ont eu à prendre beaucoup de mesures. Les mesures phares qui sont communes à beaucoup de pays, c'est il y a des mesures sécuritaires et des mesures sanitaires. Les mesures phares sur le plan sanitaire, c'est le port de masque qui est rendu obligatoire, le lavage des mains à l'eau et au savon, j'insiste bien, à l'eau et au savon. Et la dernière mesure, c'est la distanciation sociale. Après, on parlera des autres limitations des entrées, sorties aux frontières aériennes, même aux frontières terrestres, et limitation de l'extrême nécessité des entrées et dans les pays, quarantaine obligatoire, suspension des manifestations ou événements essentiels à caractère sportif, culturel, religieux. Tout ce que vous connaissez, c'est presque tous les pays qui ont fait ça. Mais la mesure la plus essentielle que je pourrais dire aujourd'hui pour arrêter la propagation du virus, c'est le lavage des mains. Ça a été prouvé, ça a été efficace, ça c'est accessible à toutes les couches. Même avec ça, vous allez voir, nous allons décortiquer. Il y a eu beaucoup d'inégalités. Si on décrète pour une mesure aussi efficace, commode, qui pouvait être à la portée de tout le monde, s'il y a des inégalités, ça pose problème et donc c'est sur ces inégalités qu'il faudra travailler. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question, mais on pourra les développer dans les minutes qui vont suivre. Oui, monsieur Félix, et vous avez donné une très belle aperçu de cette situation chez vous au Bénin. Et maintenant, vous avez aussi parlé des actions, des différentes actions qui sont communes à tous les pays du monde, hein, parce qu'au Togo aussi, on a ces mesures barrières. Maintenant, quelles sont ces actions qui sont beaucoup plus particulières que le gouvernement béninois a mis en place pour pouvoir beaucoup plus protéger et soutenir les populations vulnérables? La mesure, c'est les mesures sécuritaires et sanitaires que je viens de citer, mais il y a eu aussi des mesures sociales. Je ne vais pas m'attarder sur ces mesures sociales puisque vous l'avez dit, il y a beaucoup de perversion dans la mise en œuvre de ces mesures. C'est naturel. On ne peut pas, ça a été difficile de cibler tous les bénéficiaires. Je vous donne un exemple. Quand on a demandé à tous les artisans de s'enregistrer pour pouvoir bénéficier de ce fonds, dans un contexte politique où l'opposition ou les gens de la mouvance, on se soupçonnait. Pardon? Vous me suivez? Oui, vous suivez. Beaucoup ne se sont pas enregistrés et donc n'ont pas, et quand il s'agit de payer, n'ont pas bénéficié. Mais ça, je pense que c'est des mesures sociales qu'on ne vous donne ou qu'on ne vous donne pas, et vous pouvez vous protéger. Vous savez, contre la COVID, la protection est individuelle et collective. Nous allons nous attaquer à ce qui est collectif. Il y a 3 dimensions d'inégalité dans la riposte dans tous les pays. Hein. J'ai dit, pour moi, le plus important, c'est le lavage des mains à l'eau et savon. Si vous savez quelle quantité de germes nous transportons
nous sommes exposés tous les jours et que le lavage des mains à l'eau et au savon peut nous épargner de ces maladies-là. Par rapport à ce que nous disons, l'eau dans les pays africains, surtout les pays ouest africains au sud du Sahara, dans le meilleur des cas, vous avez 75% de décès, 75% des personnes qui ont accès à ces ressources-là, à cette ressource qu'on dit vitale. L'eau, c'est la vie, l'assainissement, c'est la dignité. Et qu'est-ce qu'on fait des 25 autres qui doivent parcourir des kilomètres, perdre un temps fou pour pouvoir avoir accès à ce liquide important? Donc, il y a 3 dimensions d'inégalité: la disponibilité de la ressource, l'accessibilité de la ressource et la qualité du service qu'on offre. On pourrait encore parler de la manifestation de cette inégalité. La manifestation, c'est le milieu urbain contre le milieu rural. Vous avez vu, la plupart des investissements sont concentrés dans les milieux urbains où on pense que où vivent la plupart des gens. Mais quand vous prenez les statistiques au niveau national, vous me remarquerez que plus de 50% de la population vit en milieu rural. Malheureusement, c'est dans les milieux urbains qu'on concentre les équipements et la qualité des équipements. Il y a aussi cette inégalité qu'on faudra opposer au milieu urbain et périurbain. Vous avez vu que dans les villes aujourd'hui se développent des périphéries urbaines où le problème de surpopulation se pose. Comment dans un quartier, si je prends Cotonou que je connais bien, ou Lomé un peu que je connais un peu, dans les quartiers qu'on appelle Vossa, où les zones rurales, c'est le siège où le premier port de ceux qui viennent des villages arrivent, comment on peut respecter la distanciation sociale d'1 mètre? Ce n'est pas possible, quel que soit ce que vous allez faire. Donc, on prend des mesures et vous allez voir que ça ne peut pas s'appliquer à une catégorie de personnes. Donc, il faudra faire en sorte un programme spécial pour ces personnes-là. Les personnes qui sont le plus touchées dans la réponse aussi, c'est les groupes vulnérables. C'est les femmes, c'est les enfants, c'est les personnes qui présentent un handicap. Ces personnes-là, si on ne fait pas un programme pour les assister, ce sont les premières personnes qui seront victimes de cette pandémie. C'est commun à tous les pays, hein, ce n'est pas seulement au Bénin. Pour étayer, je ne peux que donner des exemples du Bénin que je connais parfaitement. Et donc, dans la suite, il faudra qu'on se dise. Je vais vous donner un autre exemple. Le gouvernement du Bénin a décidé, par exemple, de donner l'eau, de rétablir l'abonnement aux écoles que la Société nationale avait résilié pendant la pandémie. Mais vous savez très bien, on a rétabli environ 1000 et quelques écoles, abonnements d'écoles. Mais ça ne concerne que les écoles qui ont un réseau. Qu'est-ce qu'on fait des milliers d'autres écoles qui n'ont même pas encore accès au réseau? Pardon? Oui, continuez, M. Félix, continuez. Donc, voilà des mesures que le gouvernement, des mesures honorables que le gouvernement prend au profit des enfants, au profit des centres de santé, mais qui ne pourront pas être généralisées vu que le système n'est pas la couverture n'était pas totale. Voilà quelques exemples d'inégalités que je donne. Il y en a plein d'autres qu'on pourrait décortiquer. Et après, il faut qu'on puisse proposer des solutions aux gouvernants pour rétablir un peu ces inégalités. Parce que les questions d'inégalité, c'est de 2 choses. Inégalité, ce n'est pas équité. Il faudra qu'on parle d'inégalité, qu'on puisse aller vers l'équité. Et même après, pourquoi ne pas faire disparaître tous les obstacles qui ne permettent pas un accès équitable ou égalitaire à ces mesures que le gouvernement a éditées dans presque tous les pays. Voilà. Merci, M. Félix. Je pense que M. Michel est avec nous. M. Michel, vous êtes là? Alors, on continue avec M. Félix. Vous avez parlé lors de la présentation de la disponibilité des ressources.
de l'accessibilité des problèmes, évidemment, et là, ça va la disponibilité des ressources, l'accessibilité et la qualité des ressources à pouvoir contrer. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et donner beaucoup plus de détails quant à ces inégalités qui font face les populations béninoises ou les populations africaines? Votre connexion est faible, on vous entend très mal. Donc, je disais tantôt que vous avez parlé lors de votre intervention de ces inégalités lors de la disponibilité des ressources et de l'accessibilité de ces ressources-là. Vous pouvez aussi parler de la qualité de ces ressources. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet aspect? Oui, quand je parle de la qualité, vous savez, en milieu urbain, par exemple, vous avez l'eau dans la concession. Vous avez l'eau dans la concession, vous avez le service à proximité. Maintenant, dans les milieux ruraux, il faut parcourir, on a dit, il faut que l'eau soit, le service de l'eau, pour être dans les principes ou dans les normes du droit à l'eau et à l'assainissement, que ça ne vous prenne pas plus de 30 minutes. Aller vers le point d'eau, puiser et revenir. Il ne faut pas que ça dépasse 30 minutes. Vous voyez déjà qu'il y a une égalité dans l'accès à ce service. Quand vous pouvez faire que 2 minutes pour ouvrir un robinet et prendre l'eau, et que l'autre doit faire 30 minutes pour qu'on puisse dire que vous tous, vous avez l'eau, il y a une inégalité qui s'exprime. Mais c'est le minimum qu'on puisse exiger aujourd'hui dans les pays d'Afrique au sud du Sahara, où l'eau est une denrée rare, où le service n'est pas égal. Mais c'est quand même une inégalité d'accès, de fourniture de ce service-là. Et quand je vais plus loin, vous allez voir que la qualité de l'eau n'est pas la même pour l'urbain. Non, il y a des inégalités dans la fourniture, dans la qualité de service que les opérateurs fournissent. Allô? Monsieur Michel? Oui, allô, bonjour, cher ami, je suis connecté. Bon, tu es la bienvenue. Merci beaucoup. Ok, et merci d'avoir pris le train en marche. Hein? Oui, sinon je vous saisissais depuis. Monsieur Félix. Ok. Et maintenant, Monsieur Michel. Oui, je suis à vous. Quel rapport vous pouvez faire de la situation au Togo? Vous pouvez reprendre puisque la connexion embête un peu, s'il vous plaît. Je disais, quelle est la situation de la pandémie au Togo? Au Togo, il faut un peu remonter dans l'histoire. C'est vrai que le 6 mars, les autorités togolaises ont annoncé le premier cas de Covid-19. Et c'est une femme togolaise de 42 ans qui a voyagé entre l'Allemagne, la France, la Turquie et le Bénin avant de retourner au Togo. Et je me souviens que j'avais assisté à la conférence de presse de l'ancien Premier ministre et Selom Klassou à la primature. À cette date, il a été signalé qu'elle est traitée de manière isolée et que son état était on ne peut plus stable. Déjà le 20 mars, donc 2 semaines plus tard, 9 autres cas ont été confirmés dans notre pays. Ce jour-là, le premier cas s'est rétabli, comme l'indique le ministère de la Santé. 7 autres cas aussi ont été confirmés le 21 mars. Déjà, quand vous voyez le début et la suite, vous voyez que même si ça ne va pas trop en crescendo, il faut dire qu'il y a augmentation des cas de coronavirus dans notre pays. Et donc, pour aller un peu plus en profondeur dans les statistiques, en avril 2020, on a déjà 82 cas pour 8 décès. En mai 2020, il y a d'autres cas également, 326 précisément cas. Et puis en juin, on a d'autres cas, 201 cas
Aujourd'hui, il faut dire que ça va un peu plus vite. On a 60 morts, 2600 cas et plus de 1600 guéris. Il faut dire que les autorités, surtout sanitaires, font un travail qu'on peut louer véritablement. Mais je pense que la phobie, cette peur envahit le Togo profond. Même si on dit que le bastion, c'est Lomé, ce qu'on peut un peu déplorer, c'est que quand je voyage à l'intérieur du pays, je ne vois pas aussi les mesures de prévention qui sont prises à Lomé et qui visiblement ne sont pas prises à l'intérieur du pays. Mais comme je l'ai déjà dit, le gouvernement togolais fait un travail de titan et il faut quand même le féliciter. Alors, merci M. Michel pour cette brève aperçu de la situation au Togo. Et maintenant, M. Michel, vous êtes là? Oui, je suis là. Vous pouvez maintenant nous décrire les actions que le gouvernement a mises en place pour... Oui, c'est vrai que la correction embête toujours, mais je pense que vous me posez la question ou bien vous me dites d'énumérer un peu les actions qui sont prises pour freiner l'épidémie ou bien la pandémie de coronavirus. Ben oui, je pense que déjà le gouvernement toujours, ou bien les autorités ont pris certaines mesures. Il y a la suspension des vols en provenance d'Italie, de la France, d'Allemagne et de l'Espagne. Ça, c'était le matin quand même des nouvelles, si on peut le dire ainsi. Oui, on peut comprendre parce que l'Italie, à un moment donné, était le bastion de coronavirus dans le vieux continent. En France également, on sait que la France a été âprement aussi touchée par la pandémie de coronavirus. Et puis l'Espagne. L'Espagne aussi a été touchée, presque toutes les régions de l'Espagne, l'Andalousie, la Catalogne, la grande capitale Madrid et autres. Un peu surpris de la décision des vols venant de l'Allemagne, parce que l'Allemagne reste, si on peut le dire, ce pays qui a été un exemple quand même dans le vieux continent et partout dans le monde. Il y a une autre mesure également, il y a l'annulation de tous les événements internationaux pendant au moins 3 semaines. Il y a également l'isolement de personnes rentrant de pays à risque. Et comme j'ai déjà cité ces pays comme la France et autres, la fermeture des frontières, il faut le préciser, depuis le 19 mars au Togo. Et puis, certaines décisions que les gens n'ont pas trop appréciées, mais il faut les prendre. Interdiction des rassemblements de 100 personnes à compter de ce 19 mars toujours. Et puis, ce couvre-feu de 20h à 6h du matin, dès le 2 avril au Togo. Et le gouvernement a déployé une force spéciale antipandémique forte de 5000 hommes qui est notamment chargée de veiller à l'application de ce couvre-feu. Il y a également la mise en place d'un numéro appelé numéro vert, le 111, qui est toujours disponible pour pouvoir avoir des nouvelles et éventuellement apporter des panacées quand il y a problème. Et il y a la mise en place des laboratoires mobiles pour le dépistage à travers le pays. L'état d'urgence sanitaire également décrété pour 3 mois, on l'a tous vécu au Togo. Et je pense que quand on vit ce genre de difficultés, on met en place aussi un projet, j'espère qu'on va parler de cela, projet Novici, pour pouvoir venir au secours de la couche un peu la plus défavorisée du Togo, même s'il faut encore le souligner, ce ne sont pas tout le monde, tout ce monde qui a eu à bénéficier de l'aide de Novici. Et justement, Monsieur Michel, par rapport à ces subventions de Novici, est-ce que vous pouvez nous donner des détails par rapport à ces fonds? Oui, bon, il faut dire que je ne suis pas dans le secret des dieux, comme tout citoyen lambda. Bon, c'est vrai que je suis journaliste, mais j'ai eu écho de Novici, si on peut le dire entre griffes. Moi, je donne toujours l'exemple d'une dame qui est dans notre quartier et qui est venue me voir un soir quand je suis revenu à la maison et qui me dit
écoute, mon fils, on parle de novici, novici. Au prime abord, je n'ai pas un téléphone, mais on me dit que ce sont les cartes de lecteurs qui peuvent quand même nous permettre de pouvoir prendre novici là. Ah, elle m'a donné sa carte. Heureusement que j'ai 4 numéros. J'ai dû sacrifier un numéro pour elle. Elle a pris novici 2 fois, je pense. Je pense que la 3e fois, elle n'a pas eu cette chance. Oui, novici, c'est quand même pour aider, comme je l'ai dit, la couche la plus défavorisée. Maintenant, la question est de savoir si c'est tout ce qu'on a mis à la disposition de cette couche défavorisée qui a été distribué. Puisque, voilà, j'ai écouté quand même des gens et qui nous ont dit qu'eux, ils ont pris une seule tranche, alors que d'autres ont pris 3, d'autres encore 2. Ça veut dire qu'il y a un souci à ce niveau. Et moi, je n'ai pas, quand je vois les efforts des uns et des autres, et surtout des autorités, je l'ai dit tout à l'heure, elles ont fait un travail de fourmi, il faut les apprécier. Mais quand je vois déjà, on met devant la carte des lecteurs pour pouvoir bénéficier de cette tranche novice, je me dis, pour permettre à tout le monde de pouvoir l'avoir, on pouvait également non seulement parler de la carte des lecteurs qui est plus accessible à tout citoyen, mais également de la carte d'identité, parce qu'il faut remarquer que les gens ont eu cette carte d'électeur, malheureusement, l'ont perdue, et également permettre peut-être à ceux qui ont un passeport, un vieux peut-être, une vieille carte d'identité de pouvoir l'avoir. On peut aller encore plus loin pour pouvoir bénéficier, pour que nos visites puissent bénéficier à tout le monde, exiger peut-être la pièce justifiant que vous êtes un Togolais, le certificat de naissance ou bien de nationalité. Donc, je pense que oui, le gouvernement a fait un bon boulot, mais il reste encore à faire. Et donc, cette tranche novici si je donne l'exemple encore de cette vieille dame, l'a beaucoup aidé. Et je pense que chaque moment, quand elle me voit, elle me dit, mon fils, merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Et moi, je leur dis, le merci doit aller à l'endroit des autorités du Togo. Ok, et merci, Monsieur Michel. Monsieur Adenika, j'espère que chez vous aussi au Bénin, vous avez eu droit à ces fonds novici. Et de passage au Bénin, nous avons constaté qu'au début de cette pandémie, la situation était beaucoup plus stable. Il n'y avait pas assez de cas. Mais à un moment donné, on a eu une flambée de ces cas. Quelle est la vraie cause? Est-ce que ce sont les mesures qui ont été prises qui n'ont pas été, qui ne sont pas appropriées, ou il y a eu une autre cause de ces flambées-là? Monsieur Félix, vous êtes là? Et Monsieur Michel? Oui, je suis là. Ok. Oui, nous écoutons. Oui, vous voulez encore, vous voulez poser des questions, sinon je suis là. Oui, je disais tantôt que, et je parlais à monsieur Félix pour savoir comment est-ce qu'ils ont cette recrudescence des cas. Et alors qu'au début, ils n'avaient pas ces cas qui étaient nombreux. Maintenant, au Togo, chez nous, au Togo ici, et mis à part les fonds novici, quels sont les autres fonds ou bien les autres actions qui ont été menées pour pouvoir venir en aide aux populations les plus vulnérables? Ben, écoutez, même si ça n'a pas été trop visible, je pense qu'il y a eu des actions au niveau de la communication. Cette communication a été plus portée au niveau des médias, les télévisions togolaises et puis également les radios togolaises, sans oublier les réseaux sociaux.
Et je pense que ce sont nos gouvernants qui ont permis cela. Il faut encore les remercier. Au niveau social et économique, on peut parler également de la gratuité de l'eau et de l'électricité pour les 3 mois de l'état d'urgence sanitaire pour les revenus modestes. Et je vous assure qu'au niveau de l'électricité, moi aussi j'en ai bénéficié. Parce qu'à l'époque, vous savez, quand vous prenez 100 francs même, vous appuyez pour pouvoir avoir votre cash power, vous l'avez aussi comme du beurre, ce qui ne se faisait pas avant. Même si après, j'ai l'impression que ce qu'on a eu à dépenser pour nous, on le récupère. Parce que quand vous achetez pour 2000 ou 1000 francs aujourd'hui, ça ne dure pas. Allô, et donc, moi, intérieurement, je me dis, ce qu'on a fait du bien aux Togolais, on le récupère. C'est mon sentiment personnel. Encore une fois, je pense que c'est ce qui a été fait, cette gratuité de l'eau et de l'électricité. On peut parler également de la réduction des frais de branchement de l'eau et qui passe de 75 000 à 25 000 francs CFA. Donc, 50 000 de réduction, c'est extraordinaire et je pense que c'est également apprécié. On n'oublie pas également la mise en place d'un fonds national de solidarité économique de 400 milliards de 400 milliards de francs CFA. Maintenant, on doit se poser la question si ces fonds de solidarité, est-ce que ça a servi véritablement? Bon, les transferts monétaires, je l'ai déjà dit, ça c'est novice et autres. Et puis, le réajustement des horaires de travail des fonctionnaires, qui passent de 9 h à 16 h. Bon, il faut dire que peut-être que ça n'agit pas forcément dans le vécu quotidien des gens, mais je pense que ce sont des mesures qui ont véritablement apporté aux Togolais dans ces moments difficultueux. Mais je le dis encore, personnellement, j'ai l'impression que le travail s'était limité à Lomé. Même s'il y a eu coup-feu à l'intérieur du pays, je vois souvent à l'intérieur du pays, et quand je vais dans ces pays, je vois même des gens qui ne prennent pas les mesures de distanciation. Il n'y a pas de port de cache-nez autres. Quand vous rentrez dans des endroits, je ne vais pas donner des villes précises et autres, on ne respecte pas cela. J'ai trouvé ça un peu aberrant dans la mesure où les autorités, le gouvernement doivent travailler pour tous les Togolais et doit justement aller au téléphone du pays pour apporter non seulement cette communication dont j'ai déjà parlé, mais aussi veiller à ce que ces règles soient appliquées. Je ne dis pas que c'est dans toutes les villes du Togo que cela n'a pas été fait, mais il faut également remarquer qu'il y a eu des carences et il faut les préciser. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, allô? Vous m'entendez? Oui, Félix, bonsoir. Moi, Bonsoir. je vous écoute. Oui, je viens d'écouter mon ami. Je pense que vous insistez sur les mesures sociales. Et bon, peut-être que je n'ai pas compris. Je pense qu'il faut qu'on insiste sur les mesures de prévention, sur les mesures, sur les ripostes, sur la riposte nationale, l'inégalité dans la riposte nationale. On va donner peut-être 20 000, 50 000, 200 000, on va dépenser. Mais comment faire pour que les cas n'augmentent pas? Vous savez que la chance que l'Afrique a eue, c'était... Allô? Oui, allô? Moi, je vous écoute, Félix. La chance que nous avons eue, c'est que il y a pas, on ne sait pas magie, pas ce qui s'est passé. Ce qui se passe en Europe n'est pas chez nous, comme l'avait prévu l'OMS ou consorts. Donc, ce n'est pas les mesures là. Moi, je vous assure, ce n'est pas là qu'il faut chercher les inégalités. Que les gens aient donné 20 000, 60 000, 200 000, on aurait fait ce qu'on va faire, c'est comment faire pour que les gens ne tombent pas malades. Si ce qui se passe en Europe était inversé, il y aurait plus de cas que les gens connus en Europe. Maintenant, c'est les inégalités face à la riposte. Maintenant qu'on a demandé
qu'il faut se laver à l'eau? Est-ce qu'on a fait en sorte pour que toutes les maisons puissent avoir le dispositif de lavage des mains? Ça, c'est les vraies questions. Puisqu'on sait que le vaccin le plus efficace, le plus commode, le plus accessible aujourd'hui, c'est le lavage des mains à l'eau et au savon. C'est le seul vaccin qu'on a trouvé pour le moment, je vous assure. Si on n'a pas accès à ça, c'est vraiment là qu'on peut parler d'inégalité notoire et responsabilité aussi bien les autorités que les populations. Parce que vous voyez le taux de pénétration du téléphone aujourd'hui, du téléphone mobile, la vendeuse du poisson de mon quartier a son téléphone, mais quand vous lui parlez de est-ce que vous avez un dispositif de lavage des mains? Ah, l'État ne m'a pas encore donné. Est-ce que vous avez un gel hydroalcoolique? Ah, c'est trop cher. Pourtant, elle peut se payer du crédit, elle peut se payer. Donc, il faut à tous les niveaux qu'on prenne l'engagement de ce qu'il faut s'affranchir. La pandémie est réelle. Il y a des actions de protection collective, il y a aussi des actions individuelles. C'est par là que je trouve les inégalités. Mais par rapport à ce que l'État donne, ils vont donner une seule fois. Si vous allez voir les comptes, ils vont partager 2 milliards. Vous voyez les comptes, c'est peut-être 3 fois plus. Et ça, c'est volatile, ça va passer. Ça n'empêche pas la propagation du virus. Voilà ce que j'ai à dire à ce point. Ok, merci Monsieur Félix, restez là, on va continuer avec vous. Et eu égard à ce que vous venez de dire, comment est-ce que vous pensez que le gouvernement ou encore la population, parce que nous sommes tous ces acteurs-là, on peut tous ensemble remédier à ces inégalités-là? Comment vous pensez que tout le monde peut contribuer, que ce soit le gouvernement, que ce soit la population, pour pouvoir pallier à ces inégalités? Je veux bien parler de tous les acteurs. Oui, vous m'avez posé une question tout à l'heure pour dire il y a eu une flambée de cas parce que les gens, à partir d'un certain moment, pensaient que c'était un fake news, votre pandémie-là, ils n'ont pas vu. Effectivement, il y a un blocus pour montrer, on n'a pas vu les gens mourir comme ça, sauf la dernière fois quand on a commencé par dire c'est faux, il n'y a pas de coronavirus, quand on a commencé par montrer des cas. Même quand les gens meurent, on ne leur donne pas leur corps, on ne fait pas ceci. Il y a eu incrédulité. Les gens ont commencé par croire que ce n'est pas vrai. Ce que nous devons faire à tous les niveaux, c'est de montrer que effectivement la pandémie existe. Et donc, chacun doit prendre des mesures à sa portée. Je sais, quand dans les bidonvilles où les gens vivent à 6 à 7 dans une chambre de 2 mètres carrés, la distanciation sociale est difficile. Vous ne pouvez pas dire à l'autre d'aller dormir à l'autre coin de la chambre, entrer coucher, mais il faut, le seul remède, c'est ce que dit, l'État doit tout faire pour donner l'eau à tout le monde. Et ce n'est pas seulement contre la pandémie, c'est contre les autres maladies. Vous savez qu'en Afrique, au Bénin comme au Togo, une famille les enfants de moins de 5 ans font 5 épisodes de diarrhée par an. 5 épisodes. Et chaque épisode, c'est toute la famille qui est mobilisée pour au moins une semaine. La maman ne peut plus aller au marché. Donc, individuellement, on doit faire en sorte qu'on doit utiliser le lavage des mains là à temps et à contre-temps. Je vous le dis, il faut qu'on puisse passer le message. Ça va nous éviter beaucoup de choses. Maintenant, l'État ne peut pas donner ça individuellement, mais l'État peut faire en sorte que les lieux publics, les centres de santé, les écoles, les gares routières, qu'on puisse doter tous ces centres-là de ces équipements-là. Il n'y a pas que les équipements modernes. Il y a des équipements de fabrication artisanale qu'on appelle Tipitap, je crois que c'est le même nom qu'on appelle au Togo. UNICEF fait la promotion dans ce pays-là. Il faut qu'on existe ça dans les localités rurales. Il faut chaque école, chaque classe devrait avoir son dispositif de lavage les mains. Chaque marché, aller dans les marchés pour voir aujourd'hui comment les gens circulent comme si ça n'existe pas. Et vous savez qu'il y a des cas asymptomatiques. Donc, parmi les populations, la dernière fois, je vous ai dit, nous sommes autour de 30 000 dépistages pour le dépistage rapide et pour l'autre autour de 20 000. Dès qu'on a commencé par faire ce dépistage systématique, on a découvert beaucoup de cas. Ça veut dire que le mal est dans la population. Mais quand on a une résistance naturelle,
ça ne se fait pas sentir. Il faut qu'on puisse réduire ces inégalités-là pour enfin savoir que dans la riposte contre la COVID-19, il y a des choses à faire individuellement et des choses collectivement à la charge des responsables municipaux et nationaux. Et merci, Monsieur Félix Adenika. Là, de votre intervention, tout de suite, on peut retenir la sensibilisation et la conscientisation de cette population-là. Et Monsieur Michel, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que Monsieur Félix Adenika vient de dire? Je pense que ce que Monsieur Félix a dit est on ne peut plus capital. Et vous l'avez résumé, la conscientisation. Et si on peut le dire, la mobilisation, la communication autour de ce qui est là aujourd'hui comme crise sanitaire. Personne ne peut dire aujourd'hui que c'est du fake ce qui se passe parce que la réalité est là. Elle est dans nos murs. Donc, comme Félix l'a dit, les gouvernants doivent tout faire. Lui, il a parlé de l'eau. Oui, c'est vrai, il doit avoir l'eau, mais il doit avoir également ce qui doit accompagner l'eau. Parce qu'il faut laver quand même les mains avec de l'eau et puis, comment l'appelle-t-on, du savon et autres. Donc, le gouvernement ou bien les gouvernants doivent veiller véritablement à cela. Et puis, j'insiste sur quelque chose, c'est pas si c'est parce que je suis journaliste, la communication doit être portée à tous les niveaux. Moi, je le dis encore et je le répète, à l'intérieur du pays, vous avez l'impression que les gens ne savent pas véritablement que quelque chose se passe. À l'intérieur du pays, quand vous voyagez dans les bourgades les plus éloignés, même dans les villes du Togo, vous voyez les gens qui font comme si rien ne se passe et que chez nous, tout se limite à Lomé. Les grands marchés de l'intérieur du pays, les gens y pilulent, ils s'occupent de leurs activités comme avant. Et donc, je pense que le gouvernement doit veiller véritablement à cela. Et quand tout à l'heure, je parlais de plus de 5000 forces déployées par le gouvernement pour veiller à l'application de ces mesures, je pense que ces forces doivent aller au tréfonds du pays et veiller à cela. C'est très important. Aujourd'hui, on doit avoir une prise de conscience à tous les niveaux. Ce n'est plus une question de ceux-là qui portent la communication, les journalistes et autres. C'est une question de bouche à oreille. Vous-même qui êtes là-bas, quand vous voyez quelqu'un, vous avez l'obligation de lui dire qu'est-ce qui se passe actuellement et on ne peut plus important. Et donc, l'information doit être portée à tous les niveaux. Moi, j'aimerais répondre un peu, contribuer à cette réponse-là. Oui, vous pouvez aller, Monsieur Félix. Oui, ce qui a fait, il faut qu'il y ait beaucoup d'engagement, l'engagement communautaire, puisqu'il s'agit des populations. Au niveau de chaque localité, il y a ce qu'on appelle les leaders naturels. C'est des ingénieurs locaux qui prennent le lead. Ça peut être le leader religieux, ça peut être le leader traditionnel, qui vont jouer un grand rôle. Il y a vous qui êtes jeunes, qui avez les associations comme la Jeune Vert, vous avez, et les jeunes bénévoles, vous avez un rôle stratégique à jouer pour qu'on puisse réduire les inégalités et l'implication des élus locaux, comme je l'ai dit. Il faut qu'on puisse organiser rapidement des activités dans les cours. Il ne faut pas qu'on cherche forcément. Nous sommes des ONG, nous sommes des structures. Qu'on puisse dire, on n'a pas de financement, on ne peut rien faire. Il faut quand même. Nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux. Vous allez me dire que ce n'est pas encore développé comme dans d'autres pays, mais le peu que nous avons, on peut les utiliser efficacement pour sensibiliser. Le mal existe. Nous avons des canaux de communication. Nous avons des hommes. Donc, il faut qu'on puisse mettre tout ça là en branle pour faire toucher les populations et les autorités sur les inégalités là et qu'on puisse les réduire au fur et à mesure. Voilà le complément que je vais faire à ce que a dit mon ami de tout à l'heure. Allô, Félix? Ok, merci, monsieur. Allô, Victor plutôt.
Oui, oui. Oui, je pense Et que monsieur aujourd'hui Michel, même, oui, oui, je vous j'ai écoute. une question pour vous, monsieur Michel. Oui, Oui, et en allez-y. tant que journaliste sportif et politique, quand nous prenons votre domaine, le domaine du sport, par exemple, et les marchés sont ouverts dans certains secteurs. Le sport est considéré comme un facteur qui booste la santé humaine. Et ce domaine-là est beaucoup plus ignoré, par exemple, quand on prend le cas du Togo. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Est-ce que ce n'est pas une sorte d'inégalité dont on parle? Ben, je pense qu'il faut faire attention et être surtout prudent. Oui, les décisions que les gouvernements ont eu à prendre à un certain niveau, on peut les saluer. C'est vrai que le sport, oui, vous l'avez dit, c'est un facteur de beaucoup de choses, mais le sport, le terrain de sport peut être aussi le champ par excellence de transmission de la pandémie de coronavirus. Et je pense que c'est d'ailleurs pour éviter ces attroupements, parce que quand vous prenez un match de football, par exemple, il y a des supporters, il y a des gens qui adorent le football au Togo et qui vont sortir indubitablement pour pouvoir suivre ou bien vivre le match. Et donc, comme je l'ai déjà dit, c'est un champ éventuel de contamination. Maintenant, on a l'impression qu'on voit ce qui se passe autour. Quand vous prenez un pays comme la France, même si c'est un pays plus avancé, quand on prend l'Allemagne également, l'Italie qui a été âprement touchée, l'Espagne également, ces pays qui ont repris copain, j'allais dire, les activités sportives, même certains pays au niveau africain. On a vu le Burundi sous le défunt Pierre Nkurunziza qui a continué à un moment donné ses activités sportives au moment où on défendait presque à tous les pays de ne pas jouer. Le Burundi a continué. Maintenant, on se pose la question de savoir si nos gouvernants, certains gouvernements ne sont pas un peu durs. Parce que les activités sportives sont stoppées, il faut le remarquer. Aujourd'hui, le pays sportif, pourquoi ne pas commencer en chrétien d'eau, ou bien comme on le dit souvent, mollo mollo, les activités, et pouvoir envoyer sur les tribunes des stades au moins quelques personnes. Moi, je le dis, je le souligne, le championnat national de football de première division, à part des villes comme Palimé, comme Sokoré ou encore Kara, quand vous prenez Lomé, ou à part le derby, peut-être à Gaza, Mi-Sport de Lomé, l'AS OTR ou bien l'AS Togoport, où vous verrez peut-être 200 personnes. À part ces matchs, vous allez voir à peine 50 personnes, 20 personnes et autres. Et il y a un public toujours clairsemé. Et donc, on se dit, si on arrive à prendre, à mettre en place ces mesures, oui, on peut jouer, hein, on peut jouer, mais empêcher le public en masse de pouvoir venir assister à ces matchs de football, tout en s'occupant, comme des démocraties les plus avancées ou bien des pays les plus avancés, ont pu prendre certaines précautions en France et ailleurs. Et ça, c'est seulement le football. Il y a d'autres activités sportives qui sont stoppées. Ok. Et merci, monsieur Félix. Il y a, et monsieur et Michel, autant pour moi, il y a une question d'un participant et qui est destiné à vous deux tout d'ailleurs. On va commencer par monsieur Félix Adenika. Et la personne aimerait savoir quelles sont les actions menées par les gouvernements et comme marque, qui sont considérées comme une marque d'injustice auprès de la population. Je l'ai dit. Vous pouvez demander aux autres de fermer leur micro. Ceux qui ont leur micro ouvert peuvent fermer. Merci beaucoup. Non, je pense. Oui, monsieur Michel. Il y a aussi les participants qui ont vos micros quand vous n'intervenez pas. Merci beaucoup. Il y a un calme relatif. Non, c'est normal, tout ce que fait un gouvernement où le jeu de la démocratie s'exprime. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre.
les gouvernements mettent beaucoup de milliards pour les mesures sociales là. Mais vous savez, chaque fois qu'il y a quelque chose, on peut pas couvrir à 100%. Les hôteliers à qui on a remis les frais d'électricité, d'eau, tout le monde n'a pas reçu. Parce que quand le gouvernement a fait des confinements, ils ont réquisitionné certains hôtels à qui ils ont payé. Ces hôtels-là n'ont plus bénéficié de subventions. Il y a des graissements dedans, je vous ai dit tout à l'heure, quand on appelait les gens à venir donner le nom, ils ne sont pas allés. C'est à la dernière minute qu'ils ont commencé par courir, on a dit qu'on ne les prend pas. Ça a créé que les gens ont dit non, ils savent à qui ils donnent, et ainsi de suite. Mais ça, c'est les mesures sociales, et ce n'est pas important. Si vous êtes en bonne santé, vous pouvez recouvrir tout le reste. C'est parce que nous sommes en bonne santé qu'on peut réclamer. C'est ça qui est important. Faire en sorte que les inégalités constatées dans la réponse n'impactent pas plus que la santé des gens, afin que les gens puissent continuer à travailler et à créer de la richesse. Et fondamentalement, je reviens toujours à ce que je dis là. Et le vaccin que nous avons aujourd'hui fait en sorte que tout le monde ait accès à ce vaccin-là et c'est à la portée. Et l'État ne peut pas donner de lave-main partout. Mais je répondais dans le chat tout à l'heure, quelqu'un a demandé est-ce que l'État peut donner l'eau à tout le monde. Le gouvernement du Bénin a fait le pari de faire un accès universel à toute sa population d'ici 2021. 2021, c'est demain. Nous sommes en 2020. Mais moi, je dis, avec cette volonté, cet engagement, si on atteint les 80%, les 90%, c'est déjà ça. Et s'il ne restera que 10% à qui on va trouver des solutions intermédiaires, il faut une volonté et un engagement et qu'on oriente les ressources. Il ne suffit pas de dire que je vais faire, il faut le faire réellement. Aujourd'hui, tout le Bénin est enchanté, les châteaux s'élèvent, les canalisations se font. Nous avons l'entier l'espoir que ça va se réaliser, même si ce n'est pas 100%, quelque chose sera fait pour diminuer la peine des populations. Voilà des belles interventions que les pays peuvent se copier. Je sais que la même dynamique se fait au Togo et dans d'autres pays. Il faut qu'on soit comme les pays du Maghreb où le taux d'accès à l'eau potable est autour de 90-95%. C'est louable, c'est à la portée de nos États. C'est la seule chose que les États peuvent faire pour des mesures sociales, pas seulement pour la réponse Covid, mais pour contenter toute la population. L'eau, c'est la vie. C'est 40% des maladies que des causes de fréquentation que nous réduisons si tout le monde a de l'eau potable. Je vous dis 40%. Et en termes économiques, je ne vous dis pas. Au Bénin, c'est 52 milliards qu'on perd chaque année par manque d'hygiène et d'assainissement. Voilà les chiffres, voilà la réalité. Et c'est sur ça que j'invite les autorités à agir. C'est possible, d'autres pays l'ont fait. D'autres pays sont en voie de le réaliser. Il faut qu'on puisse copier les bons exemples. Les pays puissent faire l'effort. C'est le minimum qu'on peut assurer à sa population et je pense qu'on va y arriver. Et merci, monsieur Félix, pour cette belle intervention. Et monsieur Michel, est-ce que vous avez quelque chose à dire comme la question est à vous dire? Oui, je pense que monsieur Félix a touché véritablement le fond du sujet. Il a dit l'essentiel. Si je veux me prononcer, je risquerais d'aller au pléonasme. Mais moi, je me dis que jusqu'alors, les gens ne connaissent pas encore ces mesures qu'il faut prendre. C'est peut-être le lieu pour moi de les rappeler. Il faut se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Il faut tousser, éternuer dans un mouchoir ou dans le pli de son coude. Il faut saluer sans se toucher, sans se serrer la main et éviter les embrassades comme on a l'habitude de le faire. Rester surtout à distance et cette distance doit être au moins d'1 mètre des autres. Et ne pas se toucher ni les yeux, le nez ou la bouche et porter toujours un masque. Et souvent, on pense généralement que quand on ne porte pas de masque, on fait du mal. Voilà, à celui-là qui est là pour nous suivre bien les forces de l'ordre et autres. Parce que moi, j'ai vu au niveau des feux tricolores, les gens ne portent pas les masques et quand ils voient
les soldats de loin, ils les portent, quoi. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui est important pour nous aujourd'hui. On ne le fait pas pour cela, on ne le fait pas pour quelqu'un, on le fait pour nous. Et si on arrive à respecter cela, comme Félix l'a dit, pour pouvoir se laver les mains régulièrement et autres, il faut avoir de l'eau. Il veut sans doute dire que le tréfonds de la chose même, c'est de l'eau. Et ajouter le savon et autres, je pense qu'on va éviter cela. Et déjà, il faut quand même dire que l'Afrique est épargnée, à part peut-être l'Afrique du Sud qui a été âprement touchée, l'Algérie et quelques pays. Ce que les gens pensaient qu'il allait véritablement arriver à l'Afrique et aux Africains n'est pas arrivé. Et donc, on peut toujours, parce qu'il y a eu recrudescence de ces cas dans le vieux continent, notamment quand vous suivez les actualités, notamment en France et autres. Et donc, je pense que la deuxième vague est en train d'arriver et donc les Africains doivent tout faire pour pouvoir éviter en mettant en pratique toutes ces mesures barrières. Ok, et merci Monsieur Michel. Et Monsieur Félix, une question. Est-ce que Monsieur Michel a parlé de la deuxième vague dans le vieux continent en Europe? Est-ce que vous pensez que l'ouverture complète des lieux de culte peut être constituée et comment on appelle ça, une brèche pour la seconde vague, disons, en Afrique? Non, je ne pense pas. Si chacun respecte les 3 éléments dont j'ai parlé, quel que soit ce qui va se passer, il faut qu'on puisse respecter la distanciation sociale, qu'on puisse porter les masques, qu'on puisse se laver les mains à tout moment. C'est au minimum 8 fois par jour qu'il faut se laver les mains. Minimum 8 fois. Et je vous dis, il faut même en abuser. Les mains à l'eau, savon, j'entends. Hein. Donc, non, vous allez voir. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Vous avez pris des mesures très restrictives au Togo. Nous, on n'est pas allé à ces extrêmes. Et vous avez vu, on n'a pas plus de cas que le Togo. Donc, il faut savoir le juste milieu à prendre pour ne pas tomber dans les extrémités. C'est vrai que c'est difficile. Devant cette situation, on ne s'est pas préparé. Les États ne se sont pas préparés à cela. Chacun allait de sa manière. Mais aujourd'hui, avec le recul, on sait qu'avec un minimum de précautions, on peut s'en sortir. L'Afrique ne va pas connaître une autre vague si on respecte ces mesures minimales. Ok, merci Monsieur Félix, merci Monsieur Michel. Encore une autre question pour vous deux. Et dans tout ce que nous sommes en train de dire, quelle est la réaction des organisations de la société civile au Bénin et au Togo ici, Monsieur Michel? Et quelle est la réaction que vous avez pu remarquer? Comment est-ce que la société civile togolaise appuie la population, surtout les populations les plus vulnérables dans cette crise pandémique? Je pense que pour pouvoir au prime abord parler des réactions ou bien de la réaction de la société civile, il faut véritablement se poser la question de savoir s'il y a société civile dans un pays. Bon, au Togo, on en parle, mais je me pose encore la question de savoir s'il y a une existence réelle pour cette société civile. Tout compte fait, je pense que à un moment donné, tout le monde s'est aligné derrière les mesures sorties, si on peut le dire, par le gouvernement togolais. Et quand vous posez la question à de rares personnes, moi je les connais, et qui disent qu'ils pilotent la société civile togolaise, ces personnes vous disent, nous aussi nous essayons de porter les nouvelles à la population, non seulement de Lomé, mais aussi à la population de l'intérieur du pays, pour qu'elle puisse prendre en compte ces mesures barrières, se laver régulièrement les mains, comme tout à l'heure M. Félix l'a dit, au moins 8 fois. Il faut faire plus également. Moi, j'ai croisé un monsieur, je ne vais pas donner son nom, qui me dit, quand il va dans sa bourgade natale, il dit à ses parents, vous pouvez laver les mains plus de 15 fois par jour. C'est vrai que quand on est au village, on est plus exposé aux microbes et à des genres de choses. Maintenant, je pense que c'est une bonne chose. Donc, la société civile mène une démarche. J'ai encore rencontré d'autres qui m'ont dit, écoutez, nous essayons de distiller les cache-nez à travers les quartiers et même dans les ruelles de Lomé à l'intérieur du pays. Donc, déjà, en somme,
on peut dire que cette société civile est aussi consciente de ce qui se passe actuellement et elle a à cœur de pouvoir aider les gouvernants à pouvoir justement porter la communication et à pouvoir dire aux populations de respecter les mesures barrières, histoire de bloquer, si on peut le dire, l'avancée de coronavirus dans notre pays. Je pense qu'il faut quand même la saluer, parce que dans nos pays, quand on parlait de société civile, à part certains pays qui voient quand même leur société civile avancer au Togo et autres, on n'en a pas. Le Burkina Faso est un exemple où on peut parler de Smoky et le ballet citoyen. Le Sénégal avec encore Yanama, on a la RDC avec Tinubu et autres. À part ces pays, on n'a pas de société civile ancrée dans les réalités de nos pays, dans les autres pays de l'Afrique. Donc, il faut saluer déjà ce que ces gens sont en train de faire. Ok, merci Monsieur Michel. Avant de donner la parole à Monsieur Félix Adenika, nous rappelons entre autres les actions de Jeunes Verts Togo et qui a eu à partager plus de 1500 masques à Lomé ou d'ailleurs à l'intérieur du pays et également qui a apporté son aide en vivres alimentaires et qui a distribué avec l'aide conjointe de Via Togo. Et ce sont 10 paniers de vivres alimentaires à Lomé ici. Ce sont des actions de la société civile à encourager et à féliciter et qui a fait d'énormes actions de sensibilisation en la matière. Et Monsieur Félix, est-ce que vous pouvez énumérer si vous le permettez, la réaction de la société civile? Oui, je vous rejoins. Je voulais dire à mon ami qui m'a précédé que non, il y a une société civile au Togo et dont j'en suis fier. Nous sommes sur les réseaux régionaux d'Afrique de l'Ouest. Je vois leurs contributions, je vois leur intervention. Je suis fier de ce que vous faites au Togo. Donc, peut-être que mon cher ami veut dire qu'ils n'en font pas assez, mais je crois qu'ils font à la limite des moyens dont elles disposent ces organisations de la société civile. Donc, pour vous dire que oui, les organisations de la société civile se sont mobilisées dans le cadre de cette pandémie-là. Elles ont fait beaucoup de choses, elles ont fait des dons directs, elles ont sensibilisé, elles ont même contribué à l'effort national. Je vous dis, aujourd'hui, les contributions que le gouvernement a demandées, il y a un compte qui a été ouvert, il y a quelque part, il faut domicilier les dons. Nous sommes autour de près de 3 milliards aujourd'hui de francs CFA. Et je vous assure, c'est pour plus de la moitié, ça provient des organisations de la société civile béninoise ou de la diaspora. Donc, on ne peut pas dire que c'est nul, on ne peut pas dire que c'est zéro. Peut-être qu'on pourrait mieux faire, mais je crois que c'est les conditions actuelles qui font. L'autre aussi, c'est après les gens se demandent, oui, nous avons contribué pour près de la moitié des 3 milliards que vous avez mobilisés. Qu'est-ce que vous avez fait? Et je pense que c'est des comptes, c'est des redditions de comptes qui vont suivre. Oui, je peux vous assurer que la société civile béninoise a joué sa partition. Ok, merci, encore merci à Monsieur Félix Adenika et Monsieur Michel Tapa. Et nous tendons. Là, on ne vous entend plus. Allô? On ne vous entend plus. Victor, on vous entend plus. Ok, c'est peut-être la fin. Moi, je vais me déconnecter. Allô? Oui, bon, c'est la fin. Félix, merci. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Ben, moi, ce que je peux dire, c'est de dire merci à Jeunes Verts pour l'initiative. Il a parlé tout à l'heure de l'apport de l'ONG Jeunes Verts à toutes les couches de la population togolaise. Oui, je pense que mon village en a bénéficié. Il y a eu des masques et autres, même des vivres dans mon quartier de Lomé. Et donc, je vous encourage et je prie Dieu qu'il vous donne la force et la santé
pour pouvoir Amen. continuer tout ce que vous êtes en train de faire. Merci. Au revoir. À À bientôt. bientôt. Oui. Allô? Allô? Et Monsieur Félix, vous me recevez? J'ai eu un souci de connexion. Je disais, quelles sont vos recommandations à l'endroit de tout ce que ce soit le gouvernement, que la société civile ou la population? Parce que... Il est parti. Pose la question à tout le monde. C'est tout, on pose la question. Ok, Monsieur Michel, vous êtes là? Vous m'écoutez, Michel? Allô? Oui, Michel, et nous tendons vers la fin. Vous pouvez nous donner des recommandations et après ces recommandations, donner votre mot de conclusion. Allô, Monsieur Michel Takwa? Vous nous écoutez? Allô, Victor? Allô? Oui, Monsieur Michel Takwa. Oui, vous m'écoutez maintenant. Je disais que ce que le gouvernement a fait et est en train de faire est louable. Donc, humblement, je lui dirais de continuer dans ses efforts. Oui, Lomé est servi. C'est visiblement l'impression qu'on a. Quelques villes de l'intérieur du pays sont servies. Mais je lui demanderai un point d'aller encore au tréfonds du pays. Je lui demanderai de poursuivre ses actions dans les bourgades les plus reculées de notre pays. Parce que, comme je l'ai dit, quand je voyage, il y a encore des carences. Et je pense que ce gouvernement peut apporter, surtout quand on a un nouveau gouvernement, peut quand même apporter tellement aux Togolais. Il faut que la communication passe. Également, comme Félix l'a dit, oui, la société civile est en train de faire son petit bonhomme de chemin au Togo. Et je l'ai dit, elle n'est pas comme celle du Burkina ou encore du Sénégal ou bien à celle de la RDC. Mais je dis qu'elle est en train de faire un travail louable, un travail herculien d'ailleurs, qu'il faut apprécier. Mon mot de fin, c'est de dire merci infini à Jeune Vert pour ses initiatives tous azimuts. Tout à l'heure, vous avez parlé des cachets distribués partout. Oui, ma bourgade en a bénéficié. Mon quartier de Lomé et quelques quartiers périphériques en ont bénéficié. Et donc, je disais que je prie Dieu pour qu'il puisse vous donner la force et l'énergie de continuer tout ce que vous avez commencé par faire. Et à très bientôt. Ok, merci Monsieur Michel, merci à tous les participants, merci Monsieur Félix Adenika depuis le Bénin, merci également à Monsieur Esopedesi, merci à Monsieur Julien, Monsieur Retino, et merci à tout le monde, à Françoise depuis la France pour avoir participé, et nous vous disons à la prochaine séance du webinaire qui sera le mois prochain. Merci et soyez branchés. Merci, nous disons merci également à COVID Watch pour toutes ces initiatives. À bientôt.